Indicateur utilisé par les institutionnels, derrière une apparente simplicité se cache un des indicateurs les plus complets et polyvalents. C'est simple, à part le café, il sait tout faire. Aujourd'hui, on s'intéresse au point pivot. Afin de faciliter la lecture de la suite de la vidéo, on va s'intéresser rapidement à la construction de l'indicateur. Le point pivot se calcule ainsi en fonction de la période précédente. Si on utilise un pivot journalier, par exemple, il va se calculer en fonction de la journée précédente. Un pivot hebdomadaire, quant à lui, se calculera en fonction de la semaine précédente. Et ainsi de suite. Pour cet exemple, on va prendre un pivot journalier. J'ai affiché les différentes variables dont on se sert pour calculer le point pivot. On a ainsi besoin de connaître le plus haut de la journée précédente, son plus bas, ainsi que son niveau de clôture. Le calcul est alors simple. On additionne les 3 niveaux, puis on divise le tout par 3, ce qui donne alors le niveau du point pivot journalier. Une fois que le calcul du pivot est effectué, on peut alors calculer les niveaux de résistance et de support associés à partir du point pivot. Alors, je vais vous épargner les différents calculs afin que la vidéo ne soit pas indigeste. Si cela vous intéresse, je mets dans la description les calculs précis de chaque support et résistance. Toutefois, l'idée à retenir des niveaux de support et résistance est la suivante. Le point pivot va constituer le point d'équilibre du marché, la moyenne du cours sur une période donnée. Tandis que les niveaux de support et résistance vont constituer les niveaux extrêmes. Pour le moment, on va se concentrer sur le point pivot en lui-même, car à partir de ce dernier, il sera possible de déterminer la tendance du marché. Comme on a pu le voir, les points pivots vont constituer le point d'équilibre de la journée, de la semaine ou encore du mois. Ainsi, il est simple de repérer la tendance au travers de cet indicateur. Si le cours se trouve au-dessus du pivot journalier par exemple, on peut estimer que la tendance sur la journée est haussière, car au-dessus de son équilibre. Au contraire, si le prix se trouve en dessous du pivot journalier, la tendance est baissière. Sur cet exemple, on peut voir que l'on est venu s'appuyer à 2 reprises sur le pivot journalier avant d'entamer une forte phase haussière, créant un plus haut historique sur le Dow Jones. On a alors assisté à un retournement sur les plus hauts historiques, cassant le point pivot et donc l'équilibre, actant alors un passage en tendance baissière. Cet indicateur porte ainsi bien son nom de pivot, puisqu'il va servir de point de bascule entre la tendance haussière et la tendance baissière. On peut également déterminer la tendance à travers l'évolution des points pivots. Sur cet exemple, on peut noter une forte tendance haussière. Dès lors, au fil des jours, on peut voir que les points pivots journaliers sont de plus en plus hauts et suivent ainsi l'évolution à la hausse du prix. En outre, cela peut également être un indice supplémentaire pour noter la fin de tendance haussière. On peut remarquer que la tendance s'essouffle, l'écart entre les points pivots diminuant. Une autre manière de le remarquer va être de constater un passage durable sous les points pivots. En plus d'être un indicateur permettant de repérer la tendance et son essoufflement, il fonctionne également efficacement pour repérer les phases de range. Très souvent, après une phase de tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, on assiste à une phase de range. C'est-à-dire que le cours va commencer à stagner. Il évoluera alors de manière latérale. Il est alors fréquent que le cours oscille autour de son prix d'équilibre qui peut être matérialisé par un point pivot. Ces phases de range d'un point de vue du prix se traduisent par des points bas et des points hauts situés au même niveau. On peut également se servir des points pivots pour conforter son analyse d'une phase de range en remarquant que ces derniers restent globalement au même niveau et en observant que le prix oscille autour de ce dernier. Dans mes vidéos sur la formation gratuite, mais aussi celle sur les moyennes mobiles, j'avais indiqué qu'une moyenne mobile représentait le prix d'équilibre. L'idée que j'aimerais faire passer est que l'indicateur importe peu, le choix de ce dernier va davantage correspondre à la sensibilité de chacun, tant que la compréhension des concepts du prix d'équilibre et des prix extrêmes est comprise. Que ce soit avec une moyenne mobile ou avec les points pivots, on arrive à la même conclusion quant à la phase de range. Dans les deux cas, le prix oscille autour du prix d'équilibre, matérialisé soit par la moyenne mobile, soit par le point pivot journalier.
Maintenant que l'on s'est intéressé à l'analyse macro, à l'étude de la tendance au regard du point pivot, on va pouvoir s'intéresser à l'analyse micro, à l'étude des mouvements constituant la tendance à travers les phases de marché. On peut également faire apparaître les niveaux de support et résistance associés au point pivot pour analyser la phase de marché dans laquelle on se situe. Dans cet exemple, on va utiliser le pivot hebdomadaire, en noir sur le graphique. Les résistances sont alors affichées en rouge et les niveaux de support en vert. Pour simplifier la lecture des mouvements, le prix est affiché en Ekinashi. Pour rappel, dans une tendance baissière, un mouvement baissier dans le sens de la tendance est une contraction du cours, tandis qu'un mouvement haussier dans le sens contraire à la tendance est qualifié de respiration. Dans une tendance haussière, cette fois-ci, un mouvement haussier dans le sens de la tendance est une expansion du cours. En revanche, un mouvement baissier dans le sens contraire à la tendance est une correction. Ainsi, suite au rejet de la résistance 1 hebdomadaire, le cours a commencé à corriger avant de se transformer en contraction à la cassure du pivot hebdomadaire. Finalement, le cours a rebondi au contact du support 3 hebdomadaire. On a alors respiré jusqu'au pivot avant d'assister à une configuration de breakout pour percer le niveau d'équilibre. On a alors observé une forte impulsion, synonyme d'expansion du cours, jusqu'à la résistance 3 hebdomadaire. On a alors corrigé jusqu'à la résistance 2 pour prendre appui sur cette dernière et entamer une nouvelle phase d'expansion. Ce qu'il faut retenir, c'est que les différents niveaux de support et résistance vont souvent être à l'origine des changements de dynamique et qu'il faudra alors les mettre en perspective avec le point pivot en lui-même pour décrypter la nature du mouvement en cours. Il est également possible d'utiliser une combinaison de points pivots et d'étudier les notions de convergence, divergence pour déterminer la phase de marché dans laquelle on se situe. On peut par exemple commencer par déterminer la tendance de fond en utilisant le pivot mensuel. Lorsque le prix est au-dessus, la tendance est alors haussière et inversement. Lorsque le prix se situe en dessous du point pivot, la tendance est baissière. Puis, on peut rajouter le pivot hebdomadaire pour déterminer la phase de marché, pour affiner son analyse de la situation. Lorsque le prix se situe alors sous les deux pivots, on est en phase de contraction, on observe une convergence. Au contraire, lorsqu'on se trouve en dessous du pivot mensuel, mais au-dessus du pivot hebdomadaire, on se situe alors en phase de respiration, car en divergence de tendance. À travers le prisme des points pivots, une phase d'expansion se traduit alors lorsque le prix se situe au-dessus des deux points pivots en situation de convergence. Une phase de correction, quant à elle, se matérialise lorsque le cours se situe au-dessus du pivot mensuel, mais sous le pivot hebdomadaire, une divergence s'observe alors. Au-delà de l'analyse de la tendance et des différents mouvements, l'indicateur est avant tout là pour indiquer les niveaux d'entrée et de sortie potentiels. Les points pivots constituent par nature des niveaux de support et résistance. On peut donc s'en servir pour déterminer simplement les zones d'achat et de vente potentielles. On peut alors simplement acheter les niveaux de support sur des configurations de rebond, puis lâcher sa position sur les niveaux de résistance, synonymes d'objectif à atteindre. Ou, au contraire, vendre les niveaux de résistance sur des configurations de rejet pour lâcher sa position sur les niveaux de support en guise d'objectif. Parallèlement, le pivot en lui-même servira de niveau de support ou de résistance en fonction de la tendance. Dans une tendance haussière, il servira alors de support et de niveau d'entrée à l'achat. Au contraire, dans une tendance baissière, il servira de niveau de résistance et donc de niveau d'entrée à la vente. Un aspect cependant moins connu et souvent occulté, lié aux différents niveaux de support et résistance, est ainsi leur indication sur les phases de surchauffe du marché. Dans ma formation gratuite, j'explique que l'analyse technique fonctionne autour du prisme de la loi normale en mathématiques et des propriétés de la courbe de Gauss. Je ne vais pas prendre le temps de réexpliquer cela dans cette vidéo, donc si vous voulez aller creuser, le lien de la formation est dans la description.
Ainsi, chaque niveau de support et résistance va marquer les différents niveaux de queue de distribution. Autrement dit, en suivant les propriétés de la courbe de Gauss, on peut estimer que les niveaux de support et résistance primaires vont constituer une volatilité de l'ordre d'un écart type par rapport au niveau d'équilibre, par rapport au point pivot. Les niveaux de support et résistance intermédiaires vont alors constituer les niveaux extrêmes correspondant à 2 écarts types par rapport au niveau d'équilibre. Enfin, les niveaux de support et résistance majeurs vont faire office de niveau extrême de l'ordre de 3 écarts types. Chaque niveau de support et résistance va matérialiser un degré de volatilité. Dans cet exemple, on est sur un graphique en 2 heures couplé au pivot hebdomadaire. Par conséquent, plus la semaine précédente sera volatile, plus les points pivots seront écartés. Parallèlement, on peut analyser la volatilité de la journée en fonction de l'écart du prix par rapport au point pivot. Une journée où l'on va chercher les supports et résistances majeurs est ainsi relativement rare et marque une volatilité exceptionnelle. Ainsi, lorsqu'on se situe sur les niveaux extrêmes liés au point pivot, il est hautement probable que le marché soit en phase de surchauffe. Comme on peut l'observer lorsqu'on est venu chercher le support 3 hebdomadaire, sur le RSI, l'indicateur emblématique de surchauffe, on est également en phase de survente. On est alors venu par la suite chercher le niveau d'équilibre et donc le pivot hebdomadaire. Parallèlement, lorsqu'on s'est retrouvé en phase de surachat, suite au breakout du pivot, du point d'équilibre, et que l'on a dépassé la résistance de hebdomadaire, on est allé ensuite se rassurer, là encore, autour du prix d'équilibre. D'ailleurs, pour l'anecdote, la plupart des indices, excepté le Nasdaq, ont rebondi en atteignant le support 3 des pivots annuels, ce dernier faisant office de point bas suite à la crise du coronavirus. Les points pivots sont ainsi un excellent indicateur pour repérer la tendance, que ce soit sur le moment lorsque le prix est en dessous ou au-dessus du pivot, ou en fonction de l'évolution de ce dernier. Il permettra également de repérer facilement les phases de range. En outre, ils permettent d'analyser la phase de marché dans laquelle on se situe en étudiant la relation entre les mouvements du prix et le point pivot, ou en utilisant la logique de convergence-divergence avec une combinaison de 2 pivots différents. Enfin, ils servent de niveau de support et de résistance, mais peuvent également être une indication de la volatilité et donc des phases de surachat et de survente. On peut toutefois noter un défaut majeur à cet indicateur lié à son calcul, à sa construction. D'une part, la qualité des différents niveaux va dépendre à la fois de la plateforme que l'on utilise, mais aussi de l'actif financier. Comme on l'a vu en début de vidéo, l'indicateur se base sur 3 variables pour se calculer, le plus haut, le plus bas et la clôture de la période précédente. Or, ces niveaux peuvent être sujets à interprétation. Sans entrer dans les détails techniques, si l'on prend le cas du DAX, l'indice allemand, faut-il prendre en considération les niveaux suite à la clôture des marchés officiels à 17h30 ou des marchés officieux à 22h? Les niveaux seront alors totalement différents en fonction de ce choix qui est propre à chaque plateforme. En outre, le type d'actif va également impacter le calcul des points pivots. Les CFD vont ainsi avoir des points pivots différents des points pivots futurs, malgré que les CFD soient censés répliquer le cours des futurs. Je vous invite donc à vérifier la fiabilité et la pertinence de cet indicateur dans un premier temps, avant de vous en servir, pour éviter de vous faire surprendre. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez creuser cet aspect. Alors j'ai préféré couper la vidéo en 2 parties afin que cette dernière ne dure pas trop longtemps. Alors dans cette vidéo, on s'est donc intéressé davantage à la partie analyse des marchés au travers des points pivots. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera davantage à comment trader à partir de cet indicateur. Alors si vous avez trouvé de la valeur, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.